Les travaux du premier séminaire gouvernemental se sont tenus les 7 et 8 avril à Lomé, la capitale du Togo, sous la présidence du président du Conseil Faure Sozimna Gnassingbé. Le séminaire a porté sur 2 points majeurs, c'est-à-dire le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale de 2020 à 2025 et la définition des nouvelles orientations en vue de la formulation des programmes de la nouvelle feuille de route gouvernementale qui couvre la période de 2026 à 2031. Eric, comment a été structurée donc la feuille de route de 2020 à 2025 avant de faire son bilan? Son bilan, oui, c'est évidemment. Donc, on peut dire de façon globale que la feuille de route gouvernementale 2020-2025 a été structurée en 3 axes principaux avec 42 projets et disons en 10 ambitions comme cela a été annoncé en 2020. Et tout ça, en réalité, se reposait sur le plan qu'on appelait justement PND, Plan national de développement, qui regroupait beaucoup plus de projets, et tout ceci a été condensé pour qu'on ait les 3 principaux axes. En axe 1, vous avez le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale et la garantie de la paix. Le deuxième axe, c'est de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de notre économie. Et le troisième axe, c'est de moderniser le pays et de renforcer ses structures. Voilà en quelque sorte de quelle manière l'ancienne feuille de route. L'ancienne feuille de route. Alors, comment est-ce que le gouvernement évalue-t-il ce bilan? C'est à partir des projets et des programmes qui ont été élaborés et leur mise en œuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement nous a dit au cours de ce séminaire gouvernemental? Que l'exécution a atteint un taux de 68,79%. Et ça, c'est le taux global d'exécution. Maintenant, reste à voir, projet par projet, programme par programme, le taux d'exécution. Et si nous regardons bien, il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés, beaucoup de programmes également, sauf que pour le commun des Togolais, cela n'est pas encore visible parce qu'il ne faut pas oublier que les impacts ne seront pas tout de suite. On n'aura pas ces impacts tout de suite, mais c'est sur le long terme qu'on pourra avoir ces impacts. Commis. Bon, c'est la fin donc de ce canevas. Oui, 2025. Pour Eric, l'impact ne doit pas être visible. Nous n'est pas visible même à la fin de cette feuille de route. C'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi l'impact ne devait pas être visible. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que c'est vrai, lorsqu'on avait annoncé le plan quinquennal 2025, et si vous faites un peu le décryptage la nomenclature des éléments contenus dans ce programme, dans ce plan, vous allez trouver que ça a pris en compte les aspirations du peuple togolais. Il a dit, je suis d'accord avec lui. Mais sauf que dans le périple de l'exécution de ce plan quinquennal, nous avons constaté que ce qui a été annoncé, ce n'est pas ce qui suivait. Eric a donné un chiffre ici à un taux de 68, 79, tu as dit? Non, 68,5%. Voilà. Donc, et alors, le taux d'exécution de ce programme, enfin de ce plan. Alors, la grande question qui se pose au niveau des Togolais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été capitalisé
par rapport à l'exécution, enfin, par rapport au taux qui a été donné. Aujourd'hui, quand on demande à un Togolais, par exemple, le président de la République d'alors, président du Conseil aujourd'hui, nous avait dit en 2020 que en 5 ans, voilà ce que vous allez faire, ce qui va se faire, Il y a eu des programmes qui ont été initiés. Et je me rappelle très bien quand vous prenez les programmes projets que le Premier ministre d'alors, Mme Dominga Dougui, avait lancé, qui prenaient en compte la préoccupation de la jeunesse. Les gens ont multiplié des efforts pour que la jeunesse soit prise en compte parce que le socle du développement, c'est la jeunesse. Alors, malheureusement... On dirait que tu réponds à toi-même ta question que tu te poses à la fin. Non. Finalement. Je dis, peut-être que vous ne me suivez pas. Je dis le 2025 là, c'est un programme qui a été annoncé qui a prouvé l'assentiment, qui a inspiré les Togolais. Et les gens attendaient que en 2025, quand lors du bilan, qu'on trouve que ce plan, l'exécution de ce plan a été la satisfaction au niveau des Togolais. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, si aujourd'hui, on demande les Togolais, est-ce que quelque chose a été fait pour que ce qui a été annoncé soit quand même à votre satisfaction? Beaucoup diront non, je ne sais pas ce qui a été fait. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un. De deux, je disais à l'instant que avant de parler d'un programme de développement, parce que quand nous parlons de PND, on a parlé d'annoncer le PND aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est au cœur de ce programme. Du PND, le Togo est parti à la feuille de route gouvernementale, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, c'est la feuille de route qui est évaluée. Non, c'est la feuille de route qui est évaluée, mais les programmes qui étaient dans le PND sont contenus dans la feuille de route gouvernementale. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, cela voudrait dire que comment ils appellent ça? C'est une inclusion, c'est-à-dire que les éléments qui n'ont pas été effectués au niveau du PND sont contenus dans le programme 2025. C'est ce qui nous a été annoncé. C'est une succession de programmes. Voilà, c'est une succession de programmes. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, lors du bilan de ce plan, de cette feuille de route gouvernementale, les Togolais souhaitaient, ou les gens se poseraient la question, est-ce qu'il y a eu satisfaction à partir de ce qui nous a été annoncé? Je le disais tantôt, peu de personnes vous diront que non, je n'ai pas vu. Surtout que nous sommes à un moment où la situation un peu sociale est un peu plus précaire dans les ménages et tout. Les gens vous diront, bon, il y a des programmes qui ont été annoncés. Eric a parlé de 42 axes. Ce n'est pas juste la situation. 42 projets. Ce n'est pas juste la situation sociale qui est évaluée. L'impact, non, je vais citer. L'impact du programme, c'est quoi? L'impact du programme, du plan de la feuille de route. Voilà, l'impact même, c'est sur l'humain. En fait, c'est sur l'humain. C'est l'homme qui est au centre du développement. Quand vous élaborez un programme, il faut que ça impacte la population. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis quel impact cette feuille de route a sur la population. C'est impact direct. Voilà, impact direct. Constant. Pour mesurer l'impact, il faut aller alors en détail de l'exécution des différents projets. Ces projets prioritaires ont été répartis aux différents départements ministériels. Chaque ministère avait un certain nombre de projets prioritaires à exécuter. C'est l'évaluation de l'ensemble qui donne environ 69% de taux d'exécution. Ça veut dire qu'il reste combien? 31. Il reste 31% non exécutés. Alors, selon que vous vous situez dans les 31%, vous ne verrez rien. Si vous vous situez dans les 31% restants à exécuter, pour vous, cette feuille de route n'a pas existé. Mais lorsque vous êtes dans les 69%, eh bien, et quand vous êtes dans un département ministériel et vous vous intéressez à ces projets prioritaires et leur exécution, vous allez voir à quel niveau chaque département est arrivé dans l'exécution de ces projets prioritaires. Lorsque vous prenez le domaine... Il ne s'agit pas d'être dans un pourcentage ou dans un autre. Non, ce n'est pas une question de pourcentage. C'est la globalité. C'est la globalité, mais je parle des départements, les secteurs d'activité. Lorsque vous prenez le secteur de l'agriculture, vous n'allez pas me dire que la production agricole n'a pas augmenté. Elle a presque doublé. Lorsque vous prenez le secteur de l'éducation, les efforts sont incommensurables.
et les effets sont clairs du point de vue. Non, je ne vous coupe puisque pas puisque je suis du domaine, c'est moi qui vous Tu lui coupes la parole. C'est moi qui vous informe. C'est moi qui vous la informe. parole. Laisse-le terminer. Lorsque vous prenez le secteur de l'éducation, sur le plan amélioration du capital humain en termes de formateurs, enseignants-formateurs, les chiffres ont énormément augmenté. Sur le plan augmentation de la capacité d'accueil, c'est la même chose. C'est une augmentation vertigineuse. Ensuite, de la qualité de la formation, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mesurer la qualité des curricula de formation qui ont été élaborés en ce laps de temps et qui impactent positivement l'enseignement. Prenez le secteur de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est couvert par l'assurance maladie universelle. Ça fait partie, c'est l'un des projets prioritaires dans le domaine de la santé. Je ne peux pas prendre tous les domaines, mais ce qui est sûr, l'impact, les résultats, ils sont là. L'effet est là. L'impact, peut-être, c'est à long terme. Ouais. C'est comme ça la mise en œuvre des plans, projets et programmes. On veut le court, le moyen et ensuite le long terme. Moi, ce que je ne comprends pas, je vais prendre la parole un peu, si vous permettez. Je vais peut-être réagir par rapport à ce que Constant disait tantôt. Je suis d'accord que, je l'ai annoncé tantôt, je suis d'accord qu'il y a des programmes ambitieux, un programme ambitieux qui a été annoncé. Moi, ce que je dis, le bilan qu'on nous a présenté tout à l'heure, la feuille de route gouvernementale, c'est un bilan global où on veut avoir quel est l'impact direct sur la population. Nous ne sommes pas dans les détails. Vous avez pris, vous dites au niveau du secteur éducation que vous maîtrisez bien. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a de la santé. Non, vous avez parlé de l'agriculture. Non, vous avez parlé dans un premier. De l'agriculture, de l'éducation. Oui, vous avez mis l'accent sur l'éducation que vous maîtrisez bien. Vous l'avez dit tantôt. J'étais là quand vous interveniez. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je vais vous rappeler, vous savez, la croissance, quand je parle de la croissance, c'est-à-dire que l'éducation, quand on parle de l'éducation dans son ensemble, aujourd'hui, vous avez le flux que nous avons aujourd'hui par rapport aux infrastructures qui sont les infrastructures d'accueil. Et puis, comment ils appellent ça, l'impact humain, c'est-à-dire l'éducation, quand on veut les enseignants, les élèves, le flux que vous avez, s'il faut avoir des infrastructures adéquates pour avoir une correspondance de ces éléments-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a des redits dans cela. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que tout a été fait à 100%. Mais il y a eu quand même des avancées. L'exécution, je suis d'accord. Je suis en train de vous expliquer tout se quelque fasse chose. à 100%. Quand je vous dis, je ne suis pas dans l'affaire de 100%, 80%, non. Moi, je vous dis, depuis que nous parlons sur le plateau, moi, je ne suis pas dans le pourcentage. C'est-à-dire que l'évaluation du programme, c'est eux qui ont fait. Quand on vous dit comment on a fait pour trouver 60%, 80%, dans le temps, m'expliquer quels sont les éléments sur lesquels ils sont basés pour nous donner l'élément de 80%. Vous savez ce que c'est qu'un taux d'exécution d'un projet? C'est ce que je dis. Mais alors, quand vous prenez un secteur comme l'agriculture, vous êtes en train de le dire. Aujourd'hui, si vous arrivez au niveau des intrants, parce que pour amener l'agriculture, on nous a annoncé que l'agriculture sera une agriculture moderne. On va accompagner les paysans, il y aura des intrants. Mais vous êtes rentré aujourd'hui avec les clés, puisque les apps ont été créés. Vous avez dit ça. Aujourd'hui, allez-y dans la région de la Cara. Les apps qui ont été créées, est-ce que c'est fonctionnel? C'est ça aussi. Oui, donc moi je suis en train de vous dire les insuffisances que nous avons par rapport à cette feuille de route gouvernementale-là. C'est ça que je dis quand vous prenez la ZAP de Cara est bien fonctionnelle. Non, pourquoi vous dites qu'elle n'est pas fonctionnelle? Quand vous dites tout ça, moi je vous dis, moi j'étais à la Cara. Je ne suis pas en train de faire un dialogue avec vous. Je suis en train de faire le chose. On m'a donné la parole. Oui. Quand il y a des exemples qu'il ne faut même pas donner, s'il te plaît, parce que quand tu parles de la ZAP de Cara, il n'y a pas une ZAP à Cara, mais il y a un agropole qui réunit plusieurs ZAP dans la région de la Cara. Ça, c'est quelque chose que je connais et dont je peux te parler. Quand on parle de taux d'exécution de 69% environ, ça veut dire qu'il y a des avancées, mais peut-être dans certains secteurs, on peut atteindre 100%, mais dans d'autres, on peut même ne pas atteindre 10%. Et de façon globale, quand on réunit tout ça, on sait que le
cette feuille de route-là n'a pas été exécutée à 100%. Et donc, pour reproduire une autre feuille de route, on va se baser sur ce qui n'a pas été bien fait pour maintenant annoncer une autre stratégie. Éric, justement, quels sont les enseignements nécessaires que le Alors, gouvernement je voudrais dire qu'il faut aussi regarder de près les effets endogènes et exogènes qui ont fait que plusieurs projets prioritaires n'ont pas atteint leur aboutissement. Pourquoi? Vous prenez par exemple, nous sommes en 2020. Quand cette feuille de route a été annoncée, en 2020, nous avons eu par exemple la Covid, qui a forcément bouleversé tout ce qu'il y avait comme stratégie, et on a été obligé de faire quoi? De revoir à la baisse certaines priorités. C'est-à-dire que si par exemple on voulait atteindre 100% en 2025 pour l'agriculture, il faut savoir que pendant Covid, les gens ont travaillé et peut-être à reculons. Et cela prouve forcément la résilience même du pays par rapport à ces effets qu'on n'avait même pas pensé. Alors, moi, je te demande, quels sont les enseignements nécessaires pour donc améliorer la conception, la planification et le suivi des interventions futures? Mais je parlais tantôt de ces effets comme la Covid exogène. Par exemple, la Covid, il faut déjà, pour planifier d'autres projets, il faut penser forcément à ces effets-là. Il y a d'autres phénomènes aussi qu'il ne faut pas oublier, la mobilisation des moyens financiers. Parce que quand on parle de projet, il faut forcément parler moyens financiers. Aujourd'hui, il y a une situation conjoncturelle internationale qui fait que beaucoup d'effets agissent sur même le budget national et même le PIB surtout. Aujourd'hui, on a demandé, par exemple, à la régie, à la première régie financière, d'atteindre, nous sommes à 3 000 milliards, d'atteindre 2500 milliards à la fin d'année. Du Togo? Du Togo. De l'OTR? De l'OTR. Et à un certain moment, vous entendez dire que le taux d'approche de l'OTR, c'est peut-être à 70%. Ça veut dire que la mobilisation n'a pas atteint le niveau escompté. Ça agit effectivement sur ces projets prioritaires. Aujourd'hui, pour le moment, ce que le gouvernement a fait au cours de ce séminaire gouvernemental, c'est de mettre en place le canevas dans lequel tous les secteurs prioritaires vont essayer de planifier des projets pour que nous puissions atteindre... Secteurs prioritaires que sont l'agriculture, l'énergie, les technologies, la santé, l'éducation, la modernisation de l'administration publique, ainsi qu'en matière d'amélioration du climat des affaires et d'attraction des investissements. Ah oui, pour qu'il y ait investissement, il faut d'abord assainir le cadre, je peux l'appeler le cadre social, puisque quelqu'un vienne pour pouvoir investir, on le disait, je crois qu'il faut créer des moyens, il faut avoir des moyens pour permettre aux gens de pouvoir investir. Il disait tantôt, Éric, je le disais tantôt, qu'on a donné un quota peut-être à l'OTR d'atteindre d'ici la fin de l'année. Alors, vous voyez, déjà, quand on a cette conception-là comme ça veut dire qu'on va que vaille pour atteindre ce taux. Alors, qui paye les régies? C'est le contribuable togolais. Alors, ça veut dire qu'il y aura de l'abus dans la collecte de ces choses, comment ils appellent ça,
des taxes au niveau des entreprises. Je veux bien parler parce que quand on dit faites-le comme ça, sans tenir compte de comment ça va atteindre, ça va être un peu compliqué. Ce sont des prévisions. Non, quand vous dites vous devez atteindre, vous m'avez dit, on vous a dit vous devez atteindre ce taux. Vous avez mal compris. Non, j'ai pas mal compris. Je vais vous qu'il dit, expliquer après. non, j'ai compris ce qu'il a dit. Vous n'avez pas le droit de m'expliquer ça, je comprends ce qu'il a dit. Toutes les années, on le dit, vous devez atteindre 5 milliards de dollars, enfin 5 milliards, tel, on coupe à tel secteur, vous devez atteindre tel comme ça. Mais quand ça se passe comme ça, je vous dis, les entreprises seront asphyxiées. On fera tout. Non, pas vrai. Ça veut dire que c'est tu sur n'as ce pas, plan, je dis, vous n'avez pas compris. Peut-être que c'est vous qui ne me comprenez pas. Nous, on te Pourquoi comprend parce que quand je dis, par exemple, qu'on demande à la régie financière principale du pays d'atteindre un certain montant, et à la fin, on se rend compte que ce n'est même pas arrivé à ce taux. Ou ça peut dépasser. Et j'ai dit, Ou ça peut dépasser. J'ai jamais dit ça. Non, ça peut atteindre ou ça peut dépasser. J'ai dit, on arrive à 70%. Ça veut dire qu'il y a eu des effets sur même la collecte des moyens. C'est ce que j'ai dit. Je pense que Eric était en train de parler de la planification même en matière de fiscalité. Non, oui, en matière de fiscalité, quand vous voulez planifier, est-ce que c'est obligatoire de dire que donc, vous devez on ne doit pas fixer des objectifs à la Non, ça c'est un objectif. Non, l'objectif est différent de ce que nous sommes en train de... On dit vous devez atteindre. Ça dit que mais ici, c'est un objectif. C'est le devoir qui te pose. Si vous permettez, nous pouvons avancer pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Alors, lorsque nous disons l'auteur, par exemple, doit atteindre tel montant, c'est effectivement un objectif annuel. Quelquefois, il dépasse l'objectif annuel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire davantage de pression sur les entreprises. Ça veut dire tout simplement qu'il y a du potentiel inexploité. Et on demande aux services techniques de mobiliser davantage en exploitant les potentialités qui sont restées jusque-là inexploitées. C'est ce que ça signifie, monsieur. Je suis dans... Vous ne me comprenez pas. Quels sont les enseignements que le séminaire gouvernemental a pu trouver pour améliorer les futures planifications? Ces enseignements, ils sont tirés de l'exécution de la feuille de route qui vient de s'achever. Je rappelle que de 2020, le gouvernement n'a pas attendu 2026 pour évaluer. Il y avait toujours une évaluation continue de chaque projet. Périodique. Bien sûr, des évaluations périodiques de la mise en œuvre des différents projets. Donc, il y a des actions qui ont été programmées dans chaque ministère pour pouvoir atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2025. Alors, c'est tout cet armada d'informations que nous pouvons capitaliser sous forme d'acquis réalisés, de défis persistants, les goulots d'étranglement, les menaces, les risques. C'est l'ensemble de tous ces éléments qu'on capitalise et qui permettent de déterminer la prochaine feuille de route. Eric parlait des goulots d'étranglement qui ont empêché l'exécution de la feuille de route 2025. N'oubliez pas que c'est après le lancement de cette feuille de route que nous avons connu le terrorisme dans le nord de notre pays et beaucoup de ressources financières, au lieu d'être investies dans le plan programmé, eh bien, il fallait faire face à cette urgence qui a coûté énormément au pays. Ce sont des éléments, quand on est proche, ou du moins quand on s'intéresse à la vie du pays et aux actions programmées, leur mise en œuvre, eh bien, facilement on comprend et on peut apporter du sien pour atteindre un niveau plus élevé dans l'exécution de ces différents projets. Aujourd'hui, d'autres défis sont là. Personne ne s'attendait que l'Iran soit attaqué et que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Ce qui va entraîner inéluctablement l'augmentation des prix. Ça, personne ne s'attendait. Mais il faut en tenir compte dans les prochaines programmations. Alors, c'est que chaque citoyen devrait se sentir concerné au niveau où nous sommes
au sommet ou bien au bas de l'échelle, nous avons tous un rôle à jouer pour accompagner ceux en qui nous avons placé notre destin. Alors, donc, pour vous, la nouvelle feuille de route 2026-2031 donc, prend en considération le contexte international. Et évidemment, puisque le gouvernement, même au cours de son dernier conseil des ministres, a dit clairement qu'il faut être prudent par rapport à la situation politique internationale. Et ça, c'est pour prévoir déjà les effets collatéraux qui vont forcément bouleverser un peu la gouvernance dans nos différents pays et surtout au Togo. Et quand on parle de l'Iran aujourd'hui, vous savez, les États africains ont déjà anticipé en commençant par négocier avec les pays producteurs de pétrole sur le continent. Et donc, ça, c'est un effet pour que nous ne puissions pas trop ressentir les effets néfastes de cette guerre-là avec le blocage des pétroliers qui doivent desservir le monde entier à partir du Moyen-Orient. Et donc, je crois qu'il faut anticiper, il faut faire des programmations en tenant compte forcément de cette situation que nous vivons tous. Alors, comme toi, tu es de ceux qui encouragent même les talents endogènes pour cette programmation. Ah oui, effectivement, parce que, vous savez, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, ou ce que je souhaite, pas que je ressens, ce que je souhaite, c'est que quand on gouverne, on dit gouverner, c'est prévoir. On a parlé ici des chocs exogènes liés au Covid, guerre en Iran, machin. C'est-à-dire qu'en Ukraine et tout cela, je crois que c'est un impact régional qui, ma foi, peut créer des effets. Mais quand un État vit et qui peut se dire que demain, il y aura ceci, on prévoit pour éviter ces crises, pas pour prévenir ces crises-là. Alors, je pense que aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler, c'est de montrer clairement que quand on est en face d'une réalité, il ne faut pas nier l'évidence. Le gouvernement même qui a présenté cette feuille de route gouvernementale connaît l'état dont souffre l'entièreté de l'exécution de cette feuille de route gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, il y a le volet sur lequel les gens n'ont pas beaucoup parlé, c'est le niveau de la corruption. Avant que les actions ou les programmes puissent être exécutés, il fallait voir dans tous les coins et recoins pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ce programme a pu réussir, qu'est-ce qui a fait que l'autre programme n'a pas pu réussir. Pour toi, c'est donc la corruption. Alors, c'est pourquoi je dis, quand on veut rentrer dans le tréfonds de l'étude de cette feuille de gouvernementale, c'est l'un des facteurs qui puissent peut-être influencer l'atteinte des objectifs pour l'exécution de cette feuille de route gouvernementale. Tout à fait d'accord. Alors, pour cela, je veux que les regards, au lieu qu'on puisse piocher d'autres éléments ailleurs, qu'on puisse orienter les regards vers ce côté surtout parce qu'un pays ou un État dans lequel il n'y a pas un combat par la corruption, aucun développement ne se fera. Accélérer la lutte contre la corruption au Togo. Exactement. Merci Komi Mayaba d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci. Directeur de publication du journal Symposium. C'est moi qui vous dis Eric merci. Johnson, merci également à toi, directeur de publication du journal L'Union. Constant Lemou, merci. Merci pour nous avoir invités. Félicitations, toutes nos félicitations au président du Conseil pour cette vision. Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, toutes les administrations sont galvanisées pour faire mieux. Le message est passé. Komi Mayaba, directeur de publication du journal Symposium, Eric Johnson, directeur de publication du journal L'Union, Constant Lemou, analyste politique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.